Bonjour ceux qui nous suivent sur le GPS pour la famille. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Leloup qui est Bonjour, coach en développement personnel. Bonjour Emmanuel. Et qui est mère de famille de 7 enfants qui ont entre 8 ans et 17 ans tout à et fait. qui va nous parler du culte du perfectionnisme pour le meilleur ou pour le pire. Vous avez vu, le ou est en gras, donc c'est très important. À toi, Emmanuel, et merci à vous tous de nous suivre. Et surtout, n'hésitez pas après à partager le plus possible avec vos amis, par mail, avec le lien. Voilà, ça peut servir à beaucoup de personnes. Merci Mer- beaucoup et bon GPS pour la famille. Merci Florence. Donc oui, effectivement, nous allons parler du culte de la perfection. Alors tout d'abord, en introduction, si l'introduction veut bien se mettre, voilà. On va voir ce que c'est que la perfection et puis on va décliner un peu en trois parties comme vous voyez là. De la perfection au perfectionnisme, quelques pistes pour sortir du perfectionnisme pour une perfection ajustée. Voilà. Alors, qu'est-ce que la perfection? Eh bien, la perfection, c'est l'atteinte d'un stade suprême ou idéal pour un être ou pour un objet. La perfection, en fait, réunit toutes les qualités et n'a pas de défaut. C'est ça la définition de la perfection. Et il y a en fait très peu de domaines où l'on peut atteindre la perfection. Il y a bien sûr le calcul ou l'orthographe. Et dans ce cas, l'atteinte de la perfection, ça veut dire le sans faute. Mais dans la majorité des autres domaines, comment mesurer la perfection d'un projet, de cette présentation, ou bien du goûter d'anniversaire que je vais organiser? Par exemple, lorsque je réalise un plat, je peux toujours trouver quelque chose à redire. Ça ne va jamais être totalement parfait, hein. On voit déjà très bien qu'une action n'est jamais totalement parfaite, ni en termes de résultat, bah, le plat que je vais offrir par exemple, ni en termes d'intention, c'est-à-dire ce fameux pourquoi, la motivation intérieure qui nous conduit à l'action. Pourquoi je vais faire ce plat? Pour faire mieux que ma voisine, pour être reconnue ou tout simplement pour faire plaisir. Voilà, le premier constat que l'on peut poser dans cette introduction, c'est que ni les objets ni les personnes n'épuisent à elles seules toutes les potentialités. Voilà, une personne est fatalement, on peut dire, une concoction finie de talents. Elle ne peut en soi être parfaite. Donc, on peut déjà affirmer hein, en introduction que cette perfection, cet idéal n'est pas, par définition, atteignable. Donc, avec la recherche de la perfection, on va le voir, hein, n'a nécessairement une forme de frustration, puisqu'on le sait, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, au lieu de nous désespérer, ce premier constat pourrait au contraire nous mettre à l'aise. Fais de ton mieux et basta. On peut déjà relâcher un petit peu la pression. Alors, de la perfection au perfectionnisme. Le perfectionnisme, on pourrait dire, c'est une quête de perfection. Je me mets dans une posture où je recherche en permanence à coller à un idéal, à l'idéal que je m'impose, hein. Alors, quelles sont les causes? Alors, tout d'abord, la pression de la société. On vit dans un monde qui véhicule beaucoup d'images et la norme de ce qui est affiché est bien loin du simple réel. On le constate, par exemple, dans les réseaux sociaux où on s'affiche, par exemple, avec des photos de famille où tout le monde a ce sourire figé Colgate, ou ces photos de vacances parfaites que l'on reçoit dans un cadre parfait, avec des habits accordés. Voilà, tout le monde est dans une espèce de perfection statique, là. Et on sait très bien que si on passait de photos en mode vidéo, bah, ça serait totalement différent. On entendrait les cris, les injonctions des parents pour que les enfants sourient, aimez-toi comme ci, aimez-toi comme ça. Voilà, chacun voit très bien à quoi je fais allusion. Le deuxième point, c'est le paraître au détriment de l'être. La place faite à l'image devient finalement plus importante que le fond. C'est-à-dire que dans notre hiérarchisation des priorités, les objets, c'est-à-dire la gestion de notre temps, l'organisation de notre travail, l'achèvement d'une tâche,
peuvent primer sur l'attention aux autres et même parfois sur l'attention à nous-mêmes. Autrement dit, on peut se mettre dans une situation où l'on devient en quelque sorte esclave de nos objectifs, esclave du rendu, esclave du résultat. Le paraître au détriment de l'être. Voilà. Le troisième point, c'est la peur du rejet. Voilà, on a tendance à penser que si l'on ne s'affiche pas sous son meilleur jour, on risque de faire l'objet d'un rejet. C'est typique, par exemple, pour les ados qui passent des heures à se regarder dans le miroir avec la crainte de ne pas être conforme à l'attendu du groupe. En fait, cette peur du rejet manifeste la quête, la recherche à l'extérieur de ce que l'on ne possède pas à l'intérieur, ce qu'on ne possède pas, l'estime de soi. C'est vrai que quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même va avoir la conviction profonde qu'il est aimable en soi, de façon inconditionnelle, c'est-à-dire finalement, peu importe les actes qu'il produit. Par exemple, voilà, un joueur peut rater un but et continuer à se sentir digne de faire partie de l'équipe. Voilà, de façon inconditionnelle de nos actes. Alors ensuite, j'ai mis les injonctions inconscientes reçues souvent dans l'enfance. Le piège du perfectionnisme réside bien souvent dans le fait que nous ne sommes pas réellement conscients d'en être le jouet. Voilà, on se retrouve à nettoyer notre cuisine de façon compulsive et maniaque, avec une petite voix intérieure, qui peut être celle de nos propres éducateurs, qui nous oblige en quelque sorte à briquer. Pourquoi? Bah parce que ça ne se fait pas, parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que ce n'est pas possible, etc., etc. Et on brique notre cuisine, où on vérifie pour la 40e fois ce fichier Excel qu'on doit renvoyer, alors que c'est justement le temps où on devrait dédier du temps à une tâche plus importante ou plus nécessaire, comme écouter un enfant avec attention ou se rendre disponible pour un collègue qui en aurait besoin. Voilà. Ces injonctions, elles s'installent souvent pendant l'enfance, où le besoin de plaire aux parents est très important. Et par exemple, on peut imaginer, on peut se mettre dans la situation d'un jeune couple, de jeunes mariés, avec un des deux conjoints qui, par ce même souci de plaire, d'être parfait pour l'autre, va s'épuiser à répondre à ses propres injonctions, pas celles de son conjoint, qui peut d'ailleurs ne pas du tout être sensible aux mêmes impératifs. Et ça, finalement, on peut dire, bah, c'est pas du tout de l'amour, parce que les actes ne sont pas librement accomplis pour l'autre, mais ils répondent en fait à une nécessité compulsive de se sentir aimable. Voilà, on voit bien la différence entre cette liberté d'aimer, de donner, et ce besoin compulsif de répondre à ses propres injonctions qui nous possèdent. OK? Alors ensuite, euh, quels sont les symptômes et les dégâts du perfectionnisme? Voilà, reconnaître les symptômes, ça va être notre premier défi. Car la difficulté, c'est que souvent, on n'est pas conscient d'être soumis à cette contrainte et on n'est pas conscient non plus d'en infliger les conséquences aux autres. Alors, quels sont-ils? D'abord, la procrastination. La procrastination. J'y vais ou j'y vais pas. Je le fais ou je ne le fais pas. La procrastination, c'est la tendance à tout remettre au lendemain. Ça vient de procrastinare, qui veut dire différer jusqu'au matin. Voilà. Les perfectionnistes ont tendance à remettre les choses au lendemain par peur de risquer un échec. Voilà, et c'est précisément ce qui arrive. Plutôt ne pas faire, plutôt que de se mettre en danger. Plutôt ne pas s'inscrire à un nouveau sport, plutôt que de risquer d'être débutant. On le voit aussi, hein, ça arrive.
Ensuite, le deuxième symptôme, le deuxième dégât dans les deux sens, hein, euh, la perte de temps incalculable. J'y vais, je fais, mais je ne m'arrête pas. Voilà, une cliente comme ça me racontait le temps qu'elle passe à faire son ménage, son besoin de faire du ménage, ça lui prenait tout son temps. Plus le temps de faire du sport, plus le temps de voir ses amis, plus le temps de sortir pour flâner un peu en ville. Elle était prise tout entière par son besoin de faire du ménage. Et oui, le perfectionniste passe beaucoup plus de temps à faire les choses, à remettre ses rapports, à finir ses tâches. Et donc la conséquence, c'est que la charge mentale des perfectionnistes est très élevée parce qu'il y a une foule de dossiers qui restent ouverts dans le cerveau, qui sont une foule de dossiers en suspens d'achèvement. Ensuite, l'insatisfaction. Pourquoi? Parce que quoi que l'on fasse, finalement, c'est jamais fini. Les choses sont toujours perfectibles, comme on l'a vu. Donc, lorsque le temps imparti pour faire mon rapport s'achève, eh ben, ça va être évidemment le moment où je vais repérer que j'aurais pu fignoler ce point en faisant des recherches supplémentaires ou vérifier telle information, etc. Alors, après l'action, quatrième point, la culpabilité. Euh, la culpabilité, c'est le sentiment puissant, d'ailleurs, d'avoir commis une faute. Et les perfectionnistes se sentent souvent fautifs de ne pas avoir été parfaits. Voilà. Alors, en laissant vivre ce sentiment, ce sentiment de culpabilité, euh, on peut essayer d'en comprendre la cause. Voilà, il y a le sentiment affectif, et puis après, on fait mouliner notre intelligence. Au fond, de quoi est-ce que je me sens coupable? Est-ce que finalement, le travail du perfectionniste, ça va être de rattacher ce sentiment de culpabilité à une faute réelle. Et le perfectionniste verra bien souvent qu'il ne pourra pas relier ce sentiment de culpabilité à une faute. Et donc que ce sentiment est nul et non avenu. Ensuite, dernier point, le renfermement, l'isolement, voire la dépression. Voilà, par peur de mal faire ou d'affronter le risque d'échec, ou par le simple souvenir aussi de choses mal accomplies selon le standard attendu, le perfectionniste peut aussi être tenté par le renfermement sur lui-même, sur l'isolement, voire sur la dépression, en ressassant sans fin tout ce qui ne roule pas parfaitement dans sa vie. Réjouissant. Alors, les formes, enfin, du perfectionnisme, comment se manifeste le perfectionnisme? Alors, d'abord, l'injonction intérieure, comme on vient de voir, c'est le perfectionnisme vis-à-vis de soi-même. Je ne suis aimable que si je réponds à une liste d'injonctions, si et seulement si je suis parfaite. Si et seulement si, en fait, il n'y a aucun écart entre ce que j'ai budgété, entre le budget et le réel. S'il n'y a aucun écart entre ce que je prévois et le résultat de l'action. La deuxième manifestation, c'est le perfectionnisme de contrôle. C'est le perfectionnisme qui se manifeste à l'extérieur de moi-même et qui a donc des répercussions sur les autres. Donc tout doit être organisé, planifié. Cette planification excessive, cette organisation maniaque montre une angoisse dans la perte de contrôle. Or, on peut imaginer hein, qu'un parent qui met ce cadre va ajouter une pression sur les devoirs, sur les amis, sur les obligations en général. Euh, les maîtres mots, il faut, tu dois, euh, ces maîtres mots vont revenir en boucle et vont parfois même hein, pouvoir aller jusqu'à empêcher l'enfant de s'épanouir. Donc là, pas de place pour la surprise, pas de place pour les aléas, pas de place pour les autres. Le contrôle sur les choses. Et enfin, le perfectionnisme imposé aux autres
C'est-à-dire que les autres doivent suivre ma propre idée. Eh bien, ça signifie que pour le perfectionniste, finalement, il n'y a qu'une seule bonne façon de faire les choses. Une seule. Les autres doivent donc impérativement répondre à mes exigences. Pourquoi? Parce que mes exigences, finalement, sont les exigences universelles. Il n'y a qu'une seule façon de bien faire les choses pour le perfectionniste. Donc, on va imposer son point de vue, c'est vraiment le point de vue universel. Voilà. Alors, comment ça se manifeste? On peut imaginer un parent qui dirait à sa fille, bah, écoute, je te dirai bonjour quand tu seras coiffée correctement. Hein. Voilà. Ça peut aller vraiment jusqu'au chantage affectif. C'est dire à son enfant que l'amour qu'on lui offre est conditionnel dans ce cas. À condition que tu répondes à ma liste d'exigences, tu es aimable. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Je ne suis aimable, digne d'être aimé, qu'à condition de certains prérequis, qu'à condition que je sois coiffée correctement. Donc, injonction intérieure, contrôle sur les choses, perfectionnisme imposé aux autres. Alors, quelques pistes pour en sortir. Alors d'abord, le premier point, c'est d'en prendre conscience. C'est possible de sortir du perfectionnisme, bien sûr, tout est toujours possible. Alors, prendre conscience que nous avons cette tendance en s'observant dans l'action, dans les jugements que l'on se porte aussi intérieurement. Si on a tendance, avant l'action, à se dire à quoi bon, ce sera raté, ou après l'action, de toute façon, c'était nul, euh, on a peut-être cette petite tendance au perfectionnisme. Voilà, le premier travail, vraiment, c'est de prendre conscience. Et cette prise de conscience, elle ne va être possible que si ce comportement engendre des conséquences négatives pour la personne. Stress excessif, anxiété, inhibition dans l'action. C'est valable pour nous, mais c'est aussi valable pour nous, éducateurs, voilà, d'avoir un œil sur nos enfants pour savoir s'ils ont cette tendance au stress excessif, à l'anxiété ou à l'inhibition dans l'action. Le deuxième point pour sortir du perfectionnisme, c'est vraiment euh, être en capacité de trouver un juste équilibre. Voilà. Est parfait celui qui se situe dans l'être et non dans le paraître. On peut se le garder en tête. Voilà. Celui qui a l'intention de bien faire, qui prend tous les moyens pour faire de son mieux, et puis qui est capable de passer au dossier suivant tranquillement. Voilà, ça c'est un bon exercice pour sortir du perfectionnisme. J'ai l'intention de bien faire, je prends les moyens pour faire de mon mieux, et tranquillement, je passe à autre chose. C'est un exercice difficile. Alors, l'humour peut beaucoup nous aider à sortir du perfectionnisme. L'humour, c'est d'habituer à rire de soi, rire ensemble de ce qu'on a complètement raté, par exemple, tout simplement. Voilà, c'est l'histoire du gâteau d'anniversaire qui tombe, qui s'éclate par terre 5 minutes avant que les convives n'arrivent. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la catastrophe? On se précipite pour aller racheter un nouveau gâteau en appelant tout le monde en disant non, venez dans une demi-heure parce qu'on n'est pas prêt? Ou alors, est-ce qu'on est capable d'accueillir simplement nos convives avec un bon éclat de rire en disant bah, puisque c'est comme ça, l'atelier de l'anniversaire, bah, ça va être de refaire un gâteau ensemble ou ça va être de reconstruire comme on peut les choses. Voilà. C'est important l'humour de savoir s'observer dans l'action et de rire de soi et même d'oser tranquillement le partager le soir à table. Vous savez pas ce qui m'est arrivé, un truc complètement raté et on a bien ri, et voilà. Autre point, communiquer simplement ses limites. Voilà, un bon point pour sortir du perfectionnisme, c'est être conscient de ses erreurs. Voilà, au lieu de vite passer au dossier suivant en disant pas vu, pas pris, bah, de contempler finalement un peu ses erreurs d'en profiter pour chercher à s'améliorer simplement. Voilà. Saisir cette chance
que nous soyons limités pour s'appuyer sur les autres. Voilà, la chance de se dire, bah voilà, j'ai vraiment de la chance, j'ai une fille qui est super douée en couture et voilà. Voilà, ça permet de développer une bonne intelligence interpersonnelle pour mettre les autres à contribution. Une personne épanouie, c'est une personne qui a vraiment pris conscience qu'elle ne peut se réaliser pleinement que dans l'interdépendance et non simplement dans l'indépendance. Voilà, quelqu'un qui a besoin de s'appuyer sur les autres pour qu'on puisse grandir ensemble. Autre point, se fixer des limites dans le temps à consacrer à une action. Ça peut être un bon point aussi pour sortir du perfectionnisme. Euh, il y a la loi de Pareto qui montre que 20% de nos efforts vont produire 80% des résultats. Donc, au bout d'un certain temps, l'énergie supplémentaire que je vais dépenser sera relativement inefficace. Voilà. Donc, un bon moyen pour sortir du perfectionnisme, c'est de se forcer à sortir de la procrastination en bornant le temps à dédier sur un dossier. Par exemple, je peux avoir très peur euh, de, de préparer un cours, par exemple. Et ben, je vais dire, ben voilà, je vais y passer 1 heure et au bout de 7 heures, et ben, ça doit être dans mon contrat, ça doit passer. Voilà, je m'arrête au bout de ce temps, sachant que l'effort supplémentaire que je vais produire va pas être très productif. Le point suivant, c'est savoir demander de l'aide. Voilà, la simplicité de savoir euh, que j'ai du mal à faire quelque chose. C'est une bonne occasion de mettre les autres en avant, en valeur, de reconnaître leurs talents. Alors, il y a Frédéric Ozanam qui disait le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Je répète, le plus grand bien que nous pouvons faire aux autres n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Chouette cette phrase. Ça permet, oui, de sortir du perfectionnisme, de savoir voilà, appeler à l'aide, demander l'aide. Voilà. Euh, Déléguer et accepter que les choses soient faites de façon différente. Enfin, ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule façon de bien faire les choses. Eh ben non. Voilà. Cette façon de faire montre que l'on est prêt à privilégier aussi la croissance des personnes à l'accomplissement des tâches. Voilà. Ça permet de se détacher des choses matérielles pour s'attacher aux personnes, de se détacher du résultat pour finalement prendre du plaisir en chemin, voilà, pas s'intéresser simplement au sommet. Alors voilà, on se dit, bah non, je vais pas me lancer dans cette activité de pâte à sel parce que la cuisine sera difficile à remettre en état, hein. C'est vrai qu'on on voit souvent des cuisines qui ressemblent à des laboratoires. Non, une cuisine, ça vit, donc oui, voilà, c'est normal que ce soit de temps en temps sale, hein. Voilà. J'ai pas envie que mon enfant de 4 ans m'aide à faire une quiche parce que forcément, l'œuf vient d'avoir la moitié à côté et ça va me prendre du temps. Alors, c'est logique en quelque sorte hein, que par souci d'efficacité, on s'attache au résultat des actions plutôt que, au chemin pour y arriver. Parce qu'il faut que ça avance. Mais attention, attention, avec ce biais du perfectionnisme, de ne pas priver les autres de faire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que, par exemple, je vais proposer à cette grand-mère qui devient maladroite? Voilà. Comment je vais être attentive à ne pas la priver d'agir, hein. Et c'est pas facile d'accepter que les choses soient faites de façon différente. Voilà, on peut voir aussi, par exemple, quand il faut qu'un enfant remercie, envoie un dessin à sa grand-mère, tout d'un coup, le dessin, il ne devient plus gratuit, ça devient un concours, un concours de dessin. Le niveau de dessin devient très exigeant. Voilà. Et ben, si l'enfant veut simplement offrir quelque chose à sa marraine, à sa grand-mère, à sa tante, ben voilà, on le laisse choisir ses couleurs, la forme. C'est pas exactement la façon dont on aurait fait. On sait aussi qu'ils sont capables de mieux faire. Et ben oui, mais c'est le cadeau qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent s'appliquer, mais c'est pas ça devient pas un concours. OK?
Voilà. Et enfin, regarder les choses avec perspective, ça peut nous aider aussi à sortir du perfectionnisme. Et c'est vrai que c'est très difficile de regarder les choses avec perspective, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est difficile de regarder les choses avec perspective bah, quand on est à table, que la petite de 2 ans est en train de se coiffer avec sa fourchette, que celui de 5 ans est en train de faire des boulettes et que celui de 13 ans est en train de nous expliquer son contrôle de maths. Là, on a du mal à avoir de la perspective, hein. On n'a même pas du tout envie. On a envie de régler les problèmes, de sortir de table et de remettre les choses en état. Ouais, de recoiffer la fille de 2 ans, de faire avaler les boulettes du 5 ans et de sortir de la problématique de maths. Voilà, donc c'est pas facile de prendre de la hauteur. Et voilà, et c'est pas facile de se dire au fond, voilà, dans cette situation, qu'est-ce qui compte vraiment? Donc, par exemple, qu'est-ce qui compte vraiment pendant ce repas passé ensemble? Voilà. Que va-t-il rester de ces moments? Ça peut nous aider à sortir d'un espèce de perfectionnisme maniaque qui veut que tout soit bien à sa place. Ça va? Très Ok. bien. Alors, pour une perfection ajustée, voilà, j'ai comme l'impression qu'à ce stade, si je vous donnais la parole, vous me diriez, oui, mais bon, la médiocrité, hein, très peu pour moi. Bien sûr, je vous comprends. Mais voilà, c'est peut-être le moment de distinguer perfectionnisme et faire de son mieux. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de réfléchir à déplacer un petit peu le curseur. Voilà. Une perfection ajustée euh, ne serait donc pas de ramer pour atteindre un idéal inatteignable, mais c'est peut-être d'accepter d'être dépassé, d'accepter d'être de bonne humeur d'être dépassé, hein. Ça peut être d'avoir, de faire, d'être ce qui me convient, simplement, d'être satisfait, vous voyez. Une perfection ajustée, ça pourrait être simplement passer le temps qu'il faut à chaque chose et passer au dossier suivant. Une perfection ajustée, ça peut être simplement euh, avoir l'humilité bah, d'avoir fait ce dont on est capable et d'en être satisfait. La satisfaction, c'est se réjouir du bien que l'on possède. Voilà, se réjouir de cette réalisation. Une perfection ajustée, c'est peut-être de mettre du cœur, de l'amour, on pourrait dire des ondes positives aujourd'hui, dans dans les moindres petites choses. Voilà, de mettre un petit peu voilà, du cœur dans toutes les petites choses. Une perfection ajustée, ça serait de nous réjouir, de contempler ce que nous avons, voilà, ce que nous avons fait, ce que nous sommes. Et puis une perfection ajustée, c'est aussi le désir de s'améliorer, de progresser, de rechercher l'excellence, mais en laissant les circonstances nous surprendre. Et voilà quels sont les fruits d'une perfection ajustée. La liberté, bien sûr, la liberté de faire et d'être ce que l'on a choisi et non plus de dépendre, comme on l'a vu tout à l'heure avec nos jeunes mariés là, des injonctions qui nous emprisonnent. Voilà, ce n'est plus être esclave, de se sentir esclave de cette cuisine, enfin de la propreté de cette cuisine, esclave de ce fichier Excel dont on ne sort pas, esclave de ce dossier qu'on n'arrive pas à remettre. Voilà, on se sent beaucoup plus libre, hein, de passer le temps qu'on veut. Finalement, on finit par avoir que du temps libre. La paix, pourquoi? Parce que avec cette sortie du perfectionnisme, eh ben, on n'a plus l'angoisse du rejet, on s'en émancipe, on s'émancipe de la peur de mal faire, on s'émancipe de cette petite voix intérieure qui nous contraint et qui n'aura plus sa place. Voilà, et on pourra goûter tranquillement ce sentiment de faire ce qu'on a à faire. Et la joie, bah voilà, la joie de goûter simplement à nos œuvres qui viennent simplement dire un peu plus qui nous sommes. Alors, en conclusion,
Euh, le perfectionnisme, il est vraiment bien présent, hein, je pense, lorsqu'on voit les symptômes et les conséquences sur notre vie. Voilà. Gardons simplement en tête que l'important, ce n'est pas d'atteindre la perfection, ce qui est tout bonnement impossible comme nous l'avons vu, mais plutôt de chercher à s'améliorer dans un but. Voilà. Ce but, ça peut être la cohésion de la famille. Voilà. Donc, apprendre aux enfants à ranger pour que ce soit accueillant, le plus étant trop. Apprendre aux enfants à participer aux tâches ménagères et à les féliciter pour ce qui est bien fait. Voilà, fait vaut mieux que parfait, on a entendu dans un autre GPS. Voilà, donc en ce début d'année, tâchons de prendre un peu de hauteur par rapport à l'angoisse de tout ce que nous avons organisé, à faire, au but que nous avons à atteindre. Voilà, en nous posant deux questions qui sont un peu comme des cadeaux de ce GPS. Voilà. Au fait, au nom de quoi je veux faire ceci ou cela? Au nom de quoi je veux m'investir dans cette activité? Au nom de quoi je veux me lancer ce nouveau défi? Voilà. Quel en est véritablement le but? Quel est le véritable bien recherché? Quel en est le sens? Voilà. Ça peut nous aider à sortir d'une perfection maniaque, hein. Et la deuxième question que je vous offre, c'est voilà, si je prends un peu de hauteur, euh, quel aura été le sens de cette entreprise dans quelques années? Voilà. Au nom de quoi est-ce que j'agis? Voilà. Quel est le, voilà. Et quel souvenir voudrons-nous, voudrais-je en garder? Voilà les deux questions que je vous propose de, de réfléchir pour cette fin de GPS. Merci à vous. Merci Florence. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors écoute, en ce début d'année, je trouve formidable que nous ayons eu ce GPS qui, en fait, en t'écoutant tout au long de 6 minutes, eh bien, défile dans notre vie du quotidien tout ce qui est perfectionnisme et tout ce qui devrait être perfection ajustée. Et le maître mot, je pense, tu l'as dit, c'est le sens profond des choses. Et les deux questions finales, je pense qu'on pourrait les prendre comme exercice tout au long de ce mois jusqu'au prochain GPS. Et je pense qu'on en tirera un grand fruit. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Florence. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.